Y a-t-il des questions pour nos intervenants? Alors, on a évoqué l'énergie, la mobilité. Vous pouvez prendre la parole. J'imagine que vous êtes aussi peut-être un peu fatigué parce qu'effectivement, c'était une matinée extrêmement riche et dense depuis 9 heures ce matin. Alors, y a-t-il une question ou... bon, pas de question. Donc, alors, Monsieur Piéchazic, oui, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Guillaume Sainteny et réinsister sur la nécessaire ouverture des démarches de Smart City et des systèmes d'information qu'il y aurait derrière. Les Smart City, ce n'est pas que des questions de TIC, je suis d'accord. Je veux insister sur l'ouverture parce que vous avez mis le doigt sur un des futurs possibles qui me paraît très intéressant. Demain, si on se débrouille bien, on pourra réchauffer son ballon d'eau chaude pour prendre un bain grâce à la batterie de sa voiture. Parce qu'on saura utiliser tout le parc de véhicules électriques comme un stockage d'énergie pour en faire autre chose. S'éclairer, griller son pain, etc. Mais pour réussir à faire ça, il faut que tous les systèmes se parlent. Dès qu'on commence à mettre des cloisons, des systèmes par trop propriétaires, le système ne marche plus. Et ce qui me paraît intéressant de dire, c'est que le concept des Smart Cities, il véhicule au fond donc une idée d'ouverture. Ça concerne autant les data que le code, que l'open source, que toutes ces choses-là. Merci beaucoup, Monsieur Piéchazic. Oui, Monsieur Gobert. Pas dit tout à l'heure, mais c'est la précédente intervention qui me fait dire on n'a pas parlé du big data. Là, on en a parlé avant, mais on n'a pas parlé ici. Je crois qu'il faut faire très attention avec ça, effectivement, parce que là, par contre, il y a une réelle crainte chez nos concitoyens. Et il faut surtout leur dire que le but n'est pas de savoir est-ce qu'ils ont pris une douche ce matin. Leur but, c'est de savoir, ça c'est d'autres raisons, hein, quand on est à côté, on s'en rend compte parfois, mais il y a d'autres raisons. Le but, et on saura combien ils ont consommé. Je le dis parce qu'il y a un vrai mélange qui se fait dans la tête des gens. Ils vont nous espionner. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, on saura que dans telle famille, on a l'habitude de consommer beaucoup entre 18h et 20h parce qu'on n'a pas encore tout compris. Hein. Et là, c'est des actions qu'on pourra mener aussi pour aider les familles à adapter leur consommation. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre beaucoup, mais je crois que c'est important de le dire. Deuxième observation, qui va être aussi courte, et je le dis aussi aux opérateurs qui sont là les uns les autres. Si on veut que ça échoue, il y a des discours qu'il faut continuer. Ou en tout cas, des suggestions qu'il faut continuer. C'est plus vous ferez d'économies, plus vous paierez cher. Il faudra quand même bien que le consommateur il y retrouve un petit bout. Parce que si le consommateur ne retrouve rien, vous ne l'encouragerez pas. Et moi, j'ai vu tellement de gens venir me dire il faut que ça augmente parce que nous, on a des projets. Non. Il va bien falloir que quelqu'un qui diminue de 30% sa consommation, il puisse au moins avoir une baisse de 20% ou de 25% sur sa facture. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Les gens ils diront, mais on travaille encore pour les autres. Il faut quand même que de temps en temps, ils puissent travailler pour eux. Merci, Monsieur Goubert. Effectivement, ce point-là, c'est justement ce que vous disiez, hein, Madame la députée, en introduction. Alors, c'est peut-être aussi, donc, c'est effectivement la quasi-fin de notre matinée, donc peut-être revenir sur ce que vient de dire Monsieur Goubert, et puis peut-être nous donner, alors pas un mot de conclusion, parce que c'est un sujet sur lequel, évidemment, il est impossible de conclure, mais peut-être un mot d'ouverture vers de prochains débats, et puis ce que vous avez retenu, finalement, de toute cette matinée, de ces échanges. Oui, je voulais vous remercier. En effet, je vais conclure. Moi, je vous rejoins complètement. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient des messages qu'on adresse aux citoyens consommateurs avec leurs contradictions. Hein. On l'a bien identifié, bien souligné. Il faut vraiment revenir à la définition du développement durable. Compétitivité économique, cohésion sociale et protection de l'environnement. Et je rebondirai sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j'entends tout à fait la remarque de la nécessité aujourd'hui de mettre la bonne entreprise au bon endroit. Vous savez que dans notre pays, on a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, mais on a 300 000 offres d'emploi non pourvues. Donc il faut absolument qu'on se pose cette question, puisque des personnes qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi
dans le Finistère Nord, ne se voient pas venir déménager en Ille-et-Vilaine alors qu'il pourrait y avoir du travail et l'inverse. Donc il faut vraiment qu'on raisonne avec ce triptyque toujours. Et là où je pense que vous avez mis le doigt là où ça fait mal, et ça je m'adresse à nos collègues qui ont des responsabilités nationales, c'est qu'en effet dans notre pays et dans tout un tas de domaines, pas seulement celui qu'on évoque ce matin, les politiques fonctionnent en silo. Chacun défend ses intérêts. Et à un moment donné, en effet, il faudrait pouvoir avoir une vision globale et qu'on intègre dans les politiques économiques la notion d'environnement, dans l'environnement la notion économique. On voit bien les discussions qu'il y a entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Voilà, c'est les agriculteurs qui nous disent c'est toujours l'écologie qui a le dernier mot et vice-versa. Donc il faut qu'on soit conscient quand même de ces difficultés qu'il y a là, et fonctionner en silo comme on le fait depuis des années, c'est juste plus possible parce qu'on arrive à des aberrations, et à mon avis, c'est ce qui fait aussi que par rapport à nos partenaires européens, on traîne et les délais s'allongent parce que les décisions ne se prennent pas, parce qu'il faut le label et la signature de tout un tas de services qui ont je dirais des objectifs contradictoires. Donc il faut qu'on ait des objectifs communs et partagés. Pour ça, il faut qu'on ait les données, que ce soit les décisionnaires ou que ce soit le citoyen. Et c'est tout l'enjeu justement de la collecte des données, de ce qu'on en fait. Il faut en effet rassurer le citoyen. Big Brother is watching you. Il y a toujours cette crainte que plus on donne d'informations, plus elles seront utilisées. Est-ce que c'est dans le bon sens ou de façon qu'on n'a pas envie de voir. Moi, je retiens ce que vous disiez aussi, et je pense que les collectivités doivent l'entendre, tous les efforts à faire sur les bâtiments publics. Donc là, on a un enjeu énorme, et ça veut dire que financièrement aussi, il faut que dans les budgets que l'on vote annuellement, on ait de l'incitation. Donc il y a tout un tas de moyens à trouver pour inciter. Voilà, et je terminerai juste par le consommateur citoyen. Qui ne demande qu'à, en effet, améliorer son environnement immédiat, à qui on demande une part de responsabilité, mais aussi à qui il faut qu'on arrive à prouver qu'on va vers du mieux. Et ça, je pense que c'est à la parole publique de le faire partager. Et à nous aussi, qui sommes en responsabilité, d'être toujours en phase avec le citoyen. Et je reprendrai votre expression sur l'intelligence collective. Moi, je pense qu'il y a plus de bonnes idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Et on a ce devoir dans nos territoires, pas seulement dans nos villes smart city, mais smart territoire, moi je rejoins aussi ça, cette nécessité d'associer les uns et les autres pour essayer de trouver un chemin commun, un consensus à partir de diagnostics déjà partagés. Quand on partage le diagnostic, on a 50% de la réponse à nos problèmes. Et parfois sur les diagnostics on n'est pas d'accord, donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue, je pense, à avancer, tout en connaissant les atouts et les faiblesses. Là, je reviens à la Bretagne, de notre région, et les opportunités et les menaces qui pèsent sur elle. Enfin, je réinvente rien, c'est toujours de cette manière-là qu'il faut examiner les enjeux, et à l'aune de ces opportunités à saisir, parce qu'en plus, on crée énormément d'emplois dans la transition énergétique. Donc là, on favorise l'économie. Mais comme vous disiez, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on crée des parcs éoliens, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que les citoyens ne voient jamais les ailes tourner, ils vont se dire c'est du gâchis d'argent public. Et on n'a plus les moyens de gaspiller l'argent public. Ça, c'est clair et net, et je pense que quelle que soit notre sensibilité politique, on l'a intégré. Voilà, en tous les cas, un grand merci d'avoir organisé cette manifestation ici à Rennes, décentraliser, délocaliser ce genre de forum où il peut y avoir un échange. Je pense que ça participe aussi de cette volonté de partager des enjeux majeurs au plus près des territoires, parce qu'il n'y a pas que Paris. S'il y a des Parisiens, on les accueille avec plaisir ici, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on multiplie ce genre d'initiatives sur nos territoires,
parce que Paris, l'Île-de-France, est 12 millions d'habitants et on est 66 millions. Donc, faut pas oublier les régions. Voilà. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors effectivement, c'est la fin de notre matinée, de ces rendez-vous parlementaires en Bretagne. Alors, année électorale oblige, les rendez-vous parlementaires vont eux aussi entrer en période de réserve pendant quelques mois. Mais le prochain rendez-vous est déjà donné pour le mois de septembre et ce sera toujours ici en Bretagne. Donc votre appel à vœux a été entendu et respecté. Donc on vous donne évidemment rendez-vous en septembre pour de prochains échanges, de prochains débats. Merci à tous d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Très bonne journée.